Bonjour à tous, donc c'est un talk à deux. Moi je suis Xavier Hanin, je suis développeur chez 4SH, qui est une petite boîte de services spécialisée dans le développement Java et web principalement. Je suis promo NSerbe ici, mais il y a un petit moment. Pas mal impliqué dans l'open source, je suis le créateur d'un outil qui s'appelle Apache Ivy. Je suis le créateur aussi du RESTX dont on va parler et du Bordeaux Jug initialement. Et mon Twitter ID c'est @XavierHanin. Alors, me concernant, donc je m'appelle Elian Rioux, je suis développeur également chez 4SH depuis un petit peu plus d'1 an. Je suis sorti de l'NSerbe il y a aussi un peu plus d'1 an, bien sûr, promotion 2013. C'est mon premier talk, donc voilà, c'est assez impressionnant. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, donc @eRiou. On va enchaîner sur la présentation du live coding. Donc ce qu'on va faire dans le talk en fait c'est Elian disait on va faire du live coding pendant une demi-heure parce qu'on a une petite présentation au début pour vous expliquer comment ça va se passer. Pendant cette demi-heure là ça sera des développements itératifs, on va faire 6 commits au total, donc 3 chacun pour essayer de développer une application. Alors cette application, notre application fil rouge, vous allez voir qu'elle porte pas mal son nom quand même. C'est une application qui est thématique encore, qui va parler du vin, qui s'appelle Vinaio. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette appli? Elle permet de gérer une cave à vin, voilà, originale. Donc elle se présente un peu en mode master detail, l'édition un peu sur la droite et la présentation de la liste sur la gauche, et un champ de recherche là-haut qui permet de faire de la recherche rapide dans tous les champs de la bouteille. Donc pour développer cette application en une demi-heure, on a fait des choses d'architecture pour essayer d'être productif. On utilise une base de données MongoDB, donc notamment pour la productivité qu'on va pouvoir avoir avec. Le bon support qu'on a au niveau du back-end, donc c'est du Java avec un framework qui s'appelle RESTX, donc on va montrer un petit peu, qui permet d'être assez productif pour la production d'API REST et qui supporte très bien l'intégration avec MongoDB notamment. Sur le front, on a choisi d'utiliser AngularJS, donc un framework JavaScript qui permet de développer très rapidement. Voilà. Pour les CSS, on va pas les développer en live, donc ça, la partie style qu'on a vue, c'est préparé à l'avance, c'est 4SH qui nous a sponsorisé là-dessus. Sur les CSS, c'est pas nous qui faisons. Donc voilà l'archi. On va parler un petit peu maintenant des outils qui nous permettent d'hoster notre appli dans le cloud. On va commencer par parler d'Heroku, donc qui est le service qu'on a choisi pour hoster à la fois le back-end et à la fois aussi pour servir les ressources statiques web. Pourquoi on a choisi Heroku? Parce que c'est gratuit déjà, d'une part, dans une certaine mesure, pour des instances limitées, et aussi pour sa facilité de mise en place. On a juste à push à faire sur un repo. Pour la partie persistance, on a utilisé Compose.io, anciennement MongoHQ, qui permet de proposer dans le cloud des bases Mongo gratuitement, avec encore une fois une certaine limite dans le volume de données, mais bon, ça matche bien avec notre besoin pour le talk. Donc on vous l'a dit, donc particularité de ce live coding, c'est qu'il va être déployé en continu, c'est-à-dire que les commits qu'on va faire, on va les pousser, et puis derrière, l'objectif c'est que ce soit déployé donc sur ce run, donc sur Heroku. La partie base de données, elle est préparée à l'avance, c'est pas du déploiement continu. Donc pour ça, au niveau outils un petit peu pour orchestrer ce déploiement continu, donc outil de continuous integration qui va faire qui va nous gérer le pipeline de déploiement continu. On a utilisé CodeShip, qui est une solution hébergée dans le cloud. On l'a utilisé notamment pour sa simplicité de mise en œuvre et son très bon support de Heroku, qui permet donc très très facilement de configurer le déploiement sur Heroku. Vu qu'on avait choisi ça pour le run, c'était pratique. Au niveau du source control, bon là c'est du assez classique maintenant, du Git, avec du GitHub pour l'hébergement, donc on va pousser nos commits sur GitHub, et ça va être monitoré par CodeShip pour envoyer ça. Pour la partie, on va aborder la partie build, donc la partie construction du projet en vue de son déploiement. On utilise deux outils côté front qui sont Bower, donc développé par Twitter. C'est un outil qui permet de résoudre les dépendances côté client, de gérer les versions, gérer les dépendances transitives, les conflits, etc.
C'est assez puissant. Là, dans notre cas, pour simplifier le processus de deploy, on a fait les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on commit le folder dans lequel se trouvent les dépendances, donc le Bower Components, pour faciliter le process. Pas forcément une bonne pratique, mais dans notre cas, c'est ce qu'on a choisi de faire. Pour la partie dépendance, donc voilà. Pour la partie build à proprement parler, on utilise Grunt. Alors Grunt, c'est assez large comme outil. Son spectre d'intervention est assez large. C'est un truc qui permet de faire un outil qui permet d'automatiser des tâches de manière générale. On l'utilise donc pour du build au cours du process de deploy. On l'utilise aussi pour exécuter nos tests unitaires avec Karma lors du deploy. Et on va l'utiliser aussi au cours du dev, parce qu'il est capable de servir de proposer un petit serveur web sur lequel on va se connecter avec un navigateur et qui propose du hot reload. Donc c'est plutôt pratique pendant le dev. Pour la partie back, c'est assez standard. On utilise Maven pour la partie gestion de dépendance de notre backend Java, la partie build et la partie exécution des tests JUnit. Une autre particularité, donc au-delà du déploiement continu, c'est qu'on a parlé de monitoring temps réel. Donc ce qu'on va monitorer en temps réel, c'est le déploiement continu en lui-même. En fait, on va avoir un suivi un petit peu du talk. Donc pour ça, on utilise un outil qui s'appelle RTDM, qui est Real Time Development Monitoring. C'est un outil qu'on a codé vite fait au moment où on s'est dit qu'on voulait faire le talk. On était à la réunion, on avait bu quelques petits punchs et on a codé ça. L'idée donc là-dessus, c'est qu'on va avoir, donc vous voyez une partie qui indique des tâches en fait. Donc on a une liste de tâches, une to-do, et puis ces cartes correspondant aux tâches, en fait, elles vont descendre au fur et à mesure. Donc il y en a une qu'on est en train de faire, donc la première, qui sera de faire quelque chose, qui sera dans doing, et puis après elle va descendre en fait au niveau du pushed, built, deployed, au fur et à mesure qu'on avance dans le talk. Donc nous on sera tout le temps en train de faire le doing, mais on pourra suivre en continu, on va afficher ça sur le côté, ce truc RTDM, qui fonctionne avec du push. Donc ce truc là en fait, l'architecture en fait de cet outil, vu qu'on l'a écrit, on voulait juste en dire deux mots, c'est la même stack que l'appli qu'on développe là, le Vim.io. Globalement, avec du Angular, RESTX, Java et MongoDB. Avec une particularité, c'est que pour le push, on utilisait du RabbitMQ et du SockJS sur le client pour avoir vraiment on fait pas du polling en fait. Le client RTDM, il fait en direct. En fait, il va recevoir les notifications des différents avancements de chacune des tâches. Donc, pour câbler tout ça, pour que RTDM il soit au courant à chaque fois que le déploiement continu avance, en fait, on utilise des mécanismes de webhook. Donc là, ils sont indiqués avec des flèches vertes. Donc nous, on développe dans IDE. On va faire nos commits, on les pousse sur GitHub. Ça, c'est à la main, c'est pas une flèche verte. Là, GitHub, en fait, il a deux webhooks. Il y en a un qui va informer RTDM et un qui va informer CodeShip. Donc là, CodeShip, quand il est au courant du truc, il va lancer un build. Donc une fois qu'il a terminé son build, il appelle aussi un webhook. Ça, c'est la partie 4, qui va informer du coup RTDM que ce commit-là, et donc cette tâche-là, a été buildée. Ensuite, il invoque le déploiement Heroku en 5, et c'est CodeShip qui va appeler le webhook qui informe RTDM du fait que c'est déployé dans le cloud. Alors pourquoi CodeShip pour faire cette partie-là alors que Heroku supporte des webhooks? C'est que de ce qu'on a vu, Heroku, pour utiliser des webhooks, il faut passer sur la partie payante. Il demande la carte bleue en fait quand on veut mettre des webhooks sur Heroku. Et du coup, on l'a mis sur CodeShip vu que c'est CodeShip qui appelle lui-même le déploiement sur Heroku. Après avoir déployé sur Heroku, il appelle le webhook et informe RTDM du fait que c'est déployé. Voilà, ça va jusque là. On va pouvoir passer du coup au live coding à proprement parler. On est dans les temps sur cette partie-là, sur le live coding. On va voir si on arrive à le rester. Donc ça y est, c'est fini pour les slides. On vous avait dit qu'on ferait du live coding. Il est temps d'y passer. Donc là, on va passer donc dans cet environnement-là, donc où on a. Ah oui, il y a le fichier texte aussi. Hop.
à rajouter, mais du coup il passe plus dans cette résolution, mais on le met comme ça. Vous avez des liens en fait ici, vous avez sur cette URL là, si vous avez un smartphone ou machin, vous voulez suivre, récupérer les liens sur les trucs, vous gardez juste cette URL là et derrière l'URL vous avez une liste de liens avec les sources sur GitHub, etc. Et vous avez aussi le lien sur RTDM lui-même si vous voulez directement suivre le push, mais bon, nous on l'affiche en permanence, pour essayer de faire tomber la machine qu'on a derrière, qui est une simple instance OVH à 1 € par mois. Si tout le monde s'y met, vous devriez y arriver. Donc c'est parti pour le live coding. Donc, là sur la partie RESTX, donc moi je vais faire la partie serveur, à moins que je m'en sorte pas, et puis que je demande à Elian. Et puis Elian fera la partie client. Donc là on est parti, on va développer donc l'objectif. Pour l'instant, la tâche que j'ai à faire là, SRV, mettre en place le back-end REST. C'est un peu large ça comme tâche, on va dire juste que je vais commencer par essayer de faire un truc qui me renvoie des bouteilles. Donc j'ai des bouteilles, définition de bouteilles qui sont dans ma base de données, et l'objectif ça va être d'aller requêter dans cette base MongoDB, récupérer les informations et puis renvoyer tout ça donc sur un endpoint REST. Donc c'est parti, je vais lancer mon serveur tout de suite parce qu'avec RESTX il y a un truc qui permet de faire du live reload aussi. Il regarde les fichiers Java qu'on modifié, tout ça, et puis il va directement compiler à la volée, etc. Donc là, j'ai lancé mon serveur de ce côté-là. Je dois avoir aussi un client qui, du coup, prend toute la place parce qu'on n'a pas la résolution à laquelle on pensait avoir. Je vais laisser la place là-dessus. Donc ça c'est le client qu'on a pour l'instant qui permet pas encore d'obtenir la liste des bouteilles, donc c'est Elian qui fera le truc, et j'ai une console ici qui va me permettre d'aller interroger éventuellement mes éléments. C'est bizarre que j'ai déjà, je devrais pas voir ça, ouais c'est parce que j'ai pas rechargé, je pense que ça doit être ça. Non. Pourquoi forcément quand on prépare un talk, on teste des trucs auparavant, et là du coup on va se dire il nous fake, il a déjà développé le truc à l'avance. C'est du tout bidon. Je vais essayer de supprimer. Je suis sur la bonne branche, oui, je suis sur la bonne branche là. Si là ça va ici. Je relance mon serveur pour bien montrer que pour l'instant j'ai pas de, espérer montrer que je n'ai pas. Non, il veut pas. Je sais pas ce qui se passe. Et si je l'essaye là, si je lui demande quelque chose, il me fait un 200, il me répond. Où est-ce qu'il trouve ça? Où est-ce qu'il trouve ce code? Où est-ce qu'il trouve ça? Alors là, ça commence mal. C'est là, c'est forcément lui qui répond parce qu'il me log ici. Donc là, il est là, mais je ne sais pas où il trouve ses sources en switchant de branche et machin. Je supprime bien ce truc-là. Ici, je relance. C'est la première fois que ça me le fait. Pourtant, c'est pas mon premier talk, moi. Je vais essayer de voir si je crée des trucs ici, ce qui me fait. Non, il veut absolument montrer déjà ces trucs-là. Bon, je vais quand même le live développer de toute façon parce que il faut avancer dans le temps. On aura au moins le déploiement au niveau du déploiement continu. On pourra voir qu'on a les trucs qui arrivent. On va voir ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer une classe du domaine. Donc une bouteille de vin, j'ajoute dans GitHub. Ici, je vais définir un identifiant à ça. Donc là, j'ai un tout petit snippet qui me permet de faire ça. Donc là, je définis ma clé. Donc au niveau de MongoDB, on a besoin d'avoir une clé qui s'appelle underscore, qui est nommée avec un @id comme ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, vu le temps que j'ai déjà perdu. Je vais même me simplifier là-dessus. Je vais prendre un snippet pour avoir donc les différentes propriétés que je vais avoir dans. Oula, c'est pas le bon. Le AWT color, c'est pas bon. La couleur, ça va être un enum plutôt. Je vais créer ici un enum color dans ce domaine-là. Je l'ajoute ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur? Du red, white et rosé. Un truc comme ça. Ok, donc là j'ai défini, bon j'ai pris un snippet pour le faire, mais ça aurait pu aller assez vite. Après j'ai besoin de getter et de setter, donc je vais juste
générer mes getters là-dessus. Je vais générer mes setters, je préfère les avoir en Fluent, donc je les génère comme ça. Donc là, j'ai des getter setters, c'est le truc tout moche de Java. Hein. On est habitué quand on fait du Java à faire des trucs moches. Donc là, ma classe de domaine, je l'ai comme ça. Je vais après vouloir l'exposer au niveau dans une ressource. Donc là, je vais créer un package ici que je vais appeler resources. Créer une classe à l'intérieur qui est un wine bottle resource que j'ajoute ici aussi avec ici j'ai besoin d'annotations en fait dans RESTX, un mécanisme d'injection de dépendance et puis de définition de trucs avec quelques annotations. On définit que ça serait une classe de ressources dans laquelle je vais définir des endpoints. Donc là mon endpoint en fait je vais vouloir qu'il réponde sur du get sur bottles. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Hop, et donc là qu'est-ce que ça va faire? Ça va me renvoyer un itérable de wine bottle ici, et cet itérable de wine bottle, donc find all bottles par exemple. Hop. Là, je définis donc une méthode qui va renvoyer mes bouteilles. Donc là, je vais aller les chercher dans la base MongoDB. Donc ma base MongoDB, en fait, je vais y accéder en faisant injecter un truc qui est une Django collection de bottles. Ce truc-là, je rajoute un constructeur. Dans mon constructeur, je dis je veux me le faire injecter et ce que je me fais injecter, je veux que ça s'appelle, que ce soit la collection qui s'appelle dans la base, ça s'appelle bottles. Voilà, je me fais injecter ça. Et là, normalement, si je fais un truc qui ressemble à ça, et là je le fais sans snippet, hop, donc là je lui dis va chercher toutes les bottles qui sont dans la base. Hop, je tente ça, bon, vu que là je l'avais déjà, j'ai une console avec Rastix ici pour interroger les choses. Il y a eu quand même du changement, on voit que là il me répond des choses, donc il prend en compte quand même mon code ici, je ne sais pas pourquoi. Ah, on voit mon wine bottle est bien un truc qui arrive en plus, mais du coup, il y a toujours ce truc-là qui traîne. Je ne sais pas d'où il le sort. Ah, c'est peut-être le truc. C'est peut-être, en fait, la configuration qu'on a là, elle n'est pas habituelle. Hop, je vais juste regarder un petit truc ici. Hop, voilà, là j'ai un target qui est là. Parce qu'en fait, au niveau des Roku, on a besoin de lancer vraiment les choses à la racine, donc on est sur un mode de lancement qui est un petit peu différent. Et voilà. Donc c'est peut-être lié à ça. Si je reviens là, hop, que je rafraîchis, je le tente. Non, c'est toujours pas bon. Bon. Bon, du coup, c'est un peu entre les deux. Je suis obligé de me laisser la main là parce que j'ai pris beaucoup de retard avec ces histoires. Donc là, simplement, je vais aller committer mes changements. Hop, ces trucs-là, je les commit. Ah oui, alors pendant que je fais ça, il faudrait que j'ai quand même mon Firefox qui soit là. Donc là, je suis toujours doing très en retard de mon truc. Donc là, je vais lui dire que je fais la tâche 1. Donc cette tâche 1, c'était SRV, je sais pas quoi. Bon, on va faire simple là-dessus. Je commit et je push ça. Hop, je push. Donc ça, normalement, ça devrait arriver jusqu'à GitHub. Et ici, lui, il devrait être mis au courant. Voilà, on a vu qu'il était pushed et donc le doing a changé. Je laisse la main à Elian qui va pouvoir passer là-dessus. Et normalement, pendant que lui, il fait ça, on devrait voir la carte qui avance du pushed au build, etc. Ça y est, elle avance sur le build, etc. Go. Allez. Alors maintenant, on va s'occuper d'un affichage de bouteilles. Hein, c'est ce qu'on voit sur RTDM. Afficher une liste de bouteilles. Voilà ma tâche. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'arborescence du projet côté client. On parlait tout à l'heure de Bower, je vais faire ça assez rapidement quand même, parce que j'ai pas forcément un temps illimité. Notre folder Bower Components qui contient donc la liste de nos dépendances est ici. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Une suite d'images qui seront en fait les étiquettes de bouteilles sans spoiler, qui seront affichées plus tard. Nos scripts avec un service déjà présent, je parlerai de ça un petit peu après, quelques styles et nos vues. Voilà, plus un fichier index HTML qui contient tous nos imports, d'accord, qu'il faudra aller renseigner au fur et à mesure de l'ajout de nos composants Angular.
Donc si on prend une approche un peu pile, on va commencer déjà par, avant d'aborder le concept MVVM d'Angular, on va parler un peu service. On va donc créer un composant Angular qui va nous permettre d'aller attaquer la ressource REST qui a été créée par Xavier à la précédente itération. On va commencer par ça. Donc je vais commencer par créer un service qui va s'appeler Bottle. D'accord, avec non. Ah oui, j'ai pas changé. Voilà, ça va commencer par faire ça. C'est qu'on n'est pas dans le même mapping de clavier. Voilà, c'est pas pratique. Donc voilà comment est-ce que se définit un service côté Angular. Tous les composants Angular se créent un petit peu de la même manière. Hein. On rappelle un module et on appelle soit la fonction service, soit un certain nombre d'autres fonctions proposées par Angular. Dans chaque composant Angular, on va pouvoir bénéficier du moteur d'injection de dépendance. Et donc ici, je vais pouvoir me faire injecter un composant qui est proposé par Angular, qui s'appelle $resource. $resource, il a la capacité de proposer une API qui va faire des requêtes HTTP sur une URL. Donc on verra pour les appels après. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est bien renvoyer un $resource qui va aller taper sur /API /bottles. D'accord ? C'est la seule chose que fait mon service, c'est ça, m'exposer un truc qui va me permettre de faire des appels HTTP. Voilà pour l'aspect service. On va se diriger maintenant sur l'aspect vue. D'accord ? On va regarder à quoi ressemble notre appli dans l'état actuel des choses. Donc un menu bouteille qui devrait nous amener à terme, à l'issue de cette itération, sur une liste de bouteilles. D'accord ? Ça se caractérise comment ? On a une vue main qui est servie donc sur la route / qui contient un seul lien qui est bottles et qui pointe sur /bottles. Donc là, mon boulot, pour l'instant, c'est d'aller rajouter une route Angular pour que /bottle existe et que je puisse servir une vue associée à cette route. D'accord ? Donc on arrive sur le descripteur du module principal, sur lequel on voit que on a une configuration du routeur. Et donc là, notre boulot, c'est de rajouter effectivement une route, donc /bottles, qui va pointer sur une vue qu'on va créer juste après, qui s'appelle bottles HTML. D'accord ? Donc là, si je reviens sur mes vues et que je crée une vue bottles avec le bon donc avec une div par exemple, ceci est une liste de bouteilles. Je reviens sur mon appli et donc maintenant en cliquant sur bottles, j'ai bien chargé mon URL /bottles qui m'affiche ma bonne vue. Ok, c'est cool. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter un peu de comportement sur cette vue. C'est pas super intelligent, rien de particulier. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle en environnement Angular une directive pour configurer le contrôleur qui va régir cette vue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une directive ? C'est donc en environnement Angular quelque chose qui permet d'augmenter, on va dire, le langage HTML et proposer aux développeurs la possibilité d'ajouter du comportement sur ces nœuds DOM. D'accord ? Donc chaque directive qui est embeddée dans Angular commence par ng, d'accord ? Et ici je vais dire je régis ma vue par le contrôleur bottles controller. Ok, jusque là rien d'extraordinaire. Et je vais créer mon contrôleur ici, d'accord ? Et je l'appelle de la même manière bottles controller. Ok. Et de la même manière que j'ai créé le service, ça ressemble quand même fortement à ma définition du composant service. Voilà comment est-ce qu'on définit un contrôleur. Ok. J'en profite avant d'oublier, c'est d'ajouter les dépendances dans l'index HTML. Donc mon service que j'ai créé tout à l'heure et donc mon contrôleur. Ok, très bien. Si maintenant je reviens sur mon contrôleur, donc oui, juste pour bien montrer, ça n'a rien changé côté vue, hein, c'est toujours servi de la même manière, etc. Rien n'a changé.
Maintenant, si on s'attarde un peu sur le contrôleur, on voit que on s'est fait injecter dans ce contrôleur un scope qui est en fait la représentation de mon modèle qui sera accessible côté vue. D'accord. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est définir quelque chose dans mon modèle qui serait un array scope.bottles et j'y aurai accès dans ma vue. D'accord. Pour ça, je vous prie de me croire. Pour que ça soit un petit peu plus vrai, je vais maintenant me faire injecter mon service que j'ai défini tout à l'heure qui me permet d'aller faire des requêtes HTTP. Je vais l'appeler et $resource que j'ai envoyé tout à l'heure m'expose un certain nombre de fonctions et notamment query qui va faire un get sur /API/bottles. D'accord. Donc maintenant, si je reviens sur ma vue pour accéder à ma liste de bouteilles, d'accord. J'y accède en notation double curly, un peu comme un certain nombre de moteurs de template, genre Moustache par exemple. Ça rappelle des choses à certains sûrement. Ceci est une liste de bouteilles et ça n'affiche rien. Attends, mais il est arrêté ou... Non, je ne crois pas. Mais... Ouais, mais c'est justement c'est mon tableau vide. Oui, donc c'est bon. Ouais, mais il est censé quand même aller faire une requête HTTP sur le back-end. Oui, mais sauf que le back-end t'a mal répondu. Oui, on va dire ça comme ça. Alors attends, où est-ce qu'il est le run là? Pourquoi j'ai pas accès au run? Pop 5. Est-ce qu'il est le run là-dessus? Regarde ce que... Je juste, comme c'est moi qui se met la zizanie là-dessus, je vais juste regarder au niveau network là, ce qui est fait là-dessus. Ah oui, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est qu'il faut être connecté pour y avoir accès. Hop. Donc là, c'est simplement que RESTX, en fait, c'est sécurisé par défaut. Ah oui. Wine Bottle Resource. RESTX, c'est sécurisé par défaut et du coup, là, il faut que je rajoute une annotation que je vais te laisser faire. Ouais, pas de souci. Ouais. Un add permit all. Hop, ça devrait suffire. Donc, ça, on va fermer ça. Crac. Donc si on refresh, voilà, c'est mieux. On a bien une liste de bouteilles. Déjà, ça ressemble quelque chose à quelque chose de mieux. Sans perdre trop de temps, on va toujours sur notre liste de bouteilles là faire quelque chose qui va permettre d'afficher de manière un peu plus sexy notre liste de bouteilles. On va commencer par définir une UL. Mon besoin là, c'est d'afficher sur chacune des éléments de ma liste, sur chacun des éléments de ma liste, une bouteille, un objet JSON de type bouteille. Pour ça, je vais utiliser une autre directive qui s'appelle ngRepeat, d'accord, et qui va me générer autant de nœuds ELI qu'il y a d'éléments dans ma collection. Donc, avec une syntaxe un petit peu spéciale, bottle in bottles, d'accord. Donc là, j'accède toujours à mon tableau bottles que j'ai défini côté scope, et je veux maintenant itérer sur cette collection et générer autant de ELI qu'il y a de bouteilles. Je peux accéder à bottle, donc qui est mon élément courant. Donc on a bien quelque chose qui ressemble à ça, ok, c'est cool. Maintenant, bon, vous allez me dire, c'est bien ton truc là, mais ça ressemble toujours pas à grand chose. Je suis venu avec un thumbnail qui nous permettra de gagner du temps. Faut faire un petit peu abstraction des ng-classes qui sont en fait des directives qui permettent d'ajouter des styles de manière conditionnelle. Faut vraiment s'abstraire de ça. Ce qu'il faut, la chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est qu'on a toujours une UL, on a toujours une ELI avec un ngRepeat et on accède aux éléments de nos bouteilles. D'accord? Donc, rien de particulier, on accède à l'image. Et côté vue, ça nous donne ça. Voilà. Donc on a quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'application finale. Sans perdre trop de temps, je vais committer. Voilà, donc là, c'est bien notre deuxième tâche. On fait du client. Voilà. Donc, Wine Bottle Resource et tout, ouais, cool. Ok, je commit. Je push. Et ça démarre.
Ok, bon, je t'ai vraiment mis des bâtons dans les pieds, hein. C'est pas cool. Hein. Je sens que je vais me faire engueuler à la fin du talk. Donc là, le truc qu'on a depuis tout à l'heure, je pense que ça a pas marché. Ben voilà, t'as corrigé le problème. Merci Elian. Donc on n'a plus les trucs qui nous gênaient tout à l'heure, ça va bien. On peut aller jeter un œil à la Heroku app là qu'on avait ici. Donc là, il est en train de faire le push machin, donc on n'a pas encore, je pense, voilà la partie cliente. Par contre, on doit avoir, ouais, faut que je change mon mapping. Hop. On doit avoir la console RestX ici aussi. Hop. Admin sur celui-là, je crois qu'on l'a configuré comme ça. Hop, il veut me sauver 12 fois mon mot de passe, mais je veux pas. Et du coup, ici, j'ai accès en fait à cette console RestX. Donc RestX, il vient dès qu'on le met, c'est une simple dépendance à mettre dans un projet, enfin une série de dépendances. Et quand on le met, on a une console comme ça d'admin avec différentes fonctionnalités. Et on a accès donc notamment à cette console qui liste les différentes ressources. Donc il y a quelques ressources qui viennent avec RestX qu'on n'est pas obligé d'avoir. Enfin, c'est des dépendances qu'on met et puis on les a. Et donc là, j'ai bien accès à mon get bottles ici. Et si je l'essaye sur la version, donc là je suis sur la version déployée sur Heroku, là j'ai bien mon résultat avec mes différents châteaux qui va interroger donc une base qui est hébergée sur Compose.io et qu'on avait déjà préalimenté avec les bouteilles à l'intérieur pour éviter d'alimenter ça. Déployé, tu peux tester. Voilà, c'est déployé. Là, on a vu deployed ici. Du coup, si je reviens là, que je rafraîchis, non, j'ai besoin de rafraîchir. Hop, on a les bouteilles déployées donc en live sur Heroku. Bon, il y a des choses qui commencent à marcher. Ouf. Donc on va continuer sur le serveur. Donc là, on va vouloir faire des mises à jour en fait de nos bouteilles, pouvoir faire des mises à jour sur le truc. Donc on aura le client pour faire la mise à jour. Mais côté serveur, il faut que je gère les mises à jour de bouteilles. Donc pour ça, je vais donc définir. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais aller dans ma ressource ou une bottle ressource et je vais dire que je veux gérer. Alors là, on va faire les choses. C'est pas beau. Ce qu'on fait, c'est pas bien, c'est pas beau. On va le faire sur un poste, simplement que c'est plus pratique après pour le côté client et comme on est très limité en termes de temps, on va gérer ça sur un poste. Donc normalement le poste devrait gérer seulement les créations de bouteilles et puis on devrait faire un put pour les mises à jour. Mais là, vu que le temps est très limité, on va rester simple côté client et du coup supporter ce que le client veut. Le client est roi, hein, vous le savez. Donc on va supporter le post là-dessus. Donc là je lui dis quoi? Je veux supporter un post sur API/bottles. Tu vas me passer à l'intérieur une payload qui est une bouteille. Donc là il va faire lui-même le mapping JSON vers ce truc-là en utilisant Jackson. Et derrière je veux le sauver. Donc pour le sauver, j'ai accès à ma collection ici comme tout à l'heure. Et là-dessus j'ai un truc qui s'appelle save. Tiens, ça a l'air sympa. Je vais faire ça. Hop, et puis renvoyer ma bouteille, c'est toujours bien quand on a créé un truc. Renvoyer le truc. Ok, je reviens là sur mon API, celle qui est en local. Ici, si je rafraîchis, j'ai mon post de bottles. Donc ça, c'est la compilation à chaud de RestX qui me permet d'avoir ça. Si j'essaye de faire ici un post, j'ai pas d'exemple, j'ai pas de truc, j'ai rien préparé en plus. Si je peux en avoir des exemples. Si je vais faire un get, mais tiens c'est bien, il me propose le get des bottles ici, j'envoie mon get, du coup j'ai un exemple qui est là, je peux même tenter, je sais pas si ça va marcher là, de dire utilise cet exemple là, hop, il me l'alimente directement à l'intérieur dans la console, il a reconnu qu'il y avait, c'était le même type d'objet qui est demandé, et puis là je vais dire château pipeau, hop, par exemple, qui est du rouge, machin. Bon, la description, je ne vais pas vous la faire en live. On va garder la picture qui était là. J'enlève l'ID, par contre. Hop, j'envoie. Et là, il m'a fait une réponse. OK, avec un ID qui a été rajouté. Et si je vais voir maintenant ma liste qui est là, hop, que je rafraîchis mon client qui interroge ce truc-là, je ne vois pas le château. Hein? Ah, je suis sur Heroku, là. Merci. Ça, c'est le problème de pas avoir différencié les onglets. Si je reviens là, hop, j'ai Château Deck, j'ai Château Deck qui était là, que j'avais déjà mis, et j'ai Château Pipeau en plus, que je viens de rajouter. Donc ça, c'est bon, ça va suffire vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais me contenter de ça ici. Hop, commit and push. Attention, il faut que je dise que c'était la tâche 3. Hop.
avec des magnifiques commentaires de commit. Hein. Faites ça aussi sur vos développements. Voilà, moi c'est poussé, le doing bouge, je peux repasser la main. Ok, alors pour cette itération, qu'est-ce qu'on va faire côté client? On va mettre en place le master detail et l'update de bouteille. J'ai vu le temps. Oui, j'ai vu le temps, oui. Très bien. Le clavier français, oui, merci, c'est sympa. Très bien. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est effectivement mettre en place le master detail. J'ai, sans trop vous le cacher, déjà un thumbnail pour tout ce qui est partie detail. Non, detail sum, non, c'est pas celui-là, ça doit être ça, non. Bon. Ouais, il manque un H à sum. Ah oui, c'est ça. Non plus. Tu fais commande J, plutôt pour... Si tu en mets moins, tu fais commande J. Ok, bon, cool. Donc, qu'est-ce qui contenait ce template? Il contient tout simplement un formulaire qui va nous permettre l'édition de bouteilles. Il n'y a rien de particulier là-dedans. On va l'enrichir avec des directives Angular. Mais pour l'instant, si j'affiche mon local, voilà à quoi ça ressemble. J'ai rien de spécial. Ok. Mon comportement maintenant, c'est ce que je veux. Je clique sur donc le nom d'une bouteille, le nom du château, et je veux que ça affiche sur la droite le formulaire avec les champs pré-remplis. Ok. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est rajouter une instruction qui va nous permettre de dire voilà, quand j'ai un événement de type clic sur mon nœud DOM, je vais appeler une méthode de mon modèle, d'accord? Donc ça se caractérise par la directive ngClick et je vais appeler une méthode de mon modèle qui s'appelle showDetail que je vais définir plus tard et je lui passe ma bouteille sur laquelle je me trouve hein, dans l'itération du ngRepeat. Ok. Donc je vais définir cette fonction de cette manière, d'accord, bouteille, ok. Et ce que je veux, c'est mettre un champ selection qui va capturer donc ma sélection courante. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok. Si on revient sur la page principale, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors l'effet un peu de splitting et d'animation, il est assuré par le ngClass qui est ici, qui rajoute une classe split sur l'UL si ma sélection courante est active, est définie. D'accord. Donc je vous en ai pas parlé avant, mais ça fait partie de l'existant. D'accord. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser cette valeur sélection de mon modèle pour aller renseigner les champs. Pour ça, je vais utiliser une directive qui s'applique sur les inputs, qui s'appelle ngModel. Hein, c'est pas ça. ngModel, voilà, qui concatène donc directement avec la sélection. Je vais donc binder de manière bidirectionnelle mon input, la valeur de mon input avec le champ domain de ma sélection. Voilà, je vais faire pareil pour le vintage. Je vais faire pareil pour les couleurs, on verra après, c'est un composant particulier. ngModel, c'est la description. Le prix qui est ici. Price. Et pour l'instant, c'est tout. Non. Il y a un champ ici qui est le nom de la picture qui sera utilisé. Ok. Je reviens ici, je clique sur Château Petrus, j'ai bien quelque chose à droite. Donc mon detail qui permet d'éditer la bouteille. Et quand je vous parlais de binding bidirectionnel, je vous avais pas menti. Il est où Petrus? On va le faire ça sur Petit Mango par exemple. Je vous avais pas menti, quoi. C'est vraiment ça s'impacte des deux côtés. Ok, maintenant ce que je veux, c'est mettre en place l'affichage de l'image ici par exemple, qui est complètement cassé. Je vais y accéder ici dans mon champ source, de la même manière que j'accède au champ de ma bouteille. Selection.picture. Ok, et ça va donc me rajouter une balise image avec une source qui contient le chemin vers mon image mango.jpg. D'accord. Ok, dernière chose, ce que je veux faire maintenant, c'est ajouter un bouton qui va me permettre de déclencher la modification de ma bouteille. Donc, dans mon form, à la fin, je crée un button qui s'appelle modifier. Okay.
Très bien, pour l'instant, il n'est pas branché. Je vais faire ça de la même manière que lorsque on a déclenché l'affichage en mode detail de ma bouteille. Je vais définir un handler sur mon bouton qui va appeler une fonction de mon modèle qui s'appelle edit et je lui passe la sélection courante. Ok, très bien. Je reviens dans mon contrôleur. Je vais définir donc la fonction edit. Voilà, avec une bouteille. Et je vais invoquer le service qui nous a permis tout à l'heure de récupérer la liste de bouteilles en appelant une autre fonction sur ce service qui en fait expose une $resource. Et je vais invoquer la méthode save. C'est quand même assez sémantique. Enfin, on comprend ce que ça fait derrière. Ça va donc faire un post sur /bottles en passant la payload qui est en fait ma bouteille que je récupère, qui est ma sélection courante, d'accord. Et je vais récupérer derrière une promise. Une promise, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc, pour être simple, qui permet de positionner des handlers si la requête s'est bien passée, et à contrario, si la requête s'est mal passée. Ok, très bien, je définis mes handlers. Ok. Et ici, je vais invoquer un service qui était déjà présent, un service de notification qui va me dire oui, ça s'est bien passé et non, ça s'est mal passé. OK. Et ici, KO. Et j'oublie pas de me faire injecter mon service de notification en haut de mon contrôleur. OK. Voilà, ça c'est le contrat. Super. On teste. Donc Petrus. Je suis un fou. Petrouchka. Allez. Pof, ça s'est bien passé, je refresh, Petrouchka. Ok. Et si je regarde côté serveur, ouais, je ne sais pas comment on arrive à voir les traces là, mais. 24, c'est. Voilà. Donc on a bien ici un post sur bottles à l'instant et la récupération de ma liste de bouteilles juste après. Ok. Est-ce que j'ai le temps ? Non, j'ai pas le temps. Donc ça sera moche pour l'instant et on verra sur la prochaine itération. Donc l'itération. La tâche 4, c'est du client, je commit et je push. Ok, il nous reste 7 minutes 50, on voulait garder 5 minutes pour les questions, on a 2 minutes 30, donc là je pense que je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Ici je suis en local là-dessus, j'aurais juste voulu montrer qu'on peut faire sur Restix, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est de permettre de faire des tests assez facilement, du test after, assez facilement, on peut en faire aussi avant, ce qui est mieux, mais là en fait je peux, quand j'envoie ma requête ici, il me donne une réponse, je peux faire send and record là-dessus, et quand je fais send and record, il envoie la requête, il la capture, et il capture le résultat. Là, du coup, il me met ça dans mes exemples. Alors là, bon, ça me fait un gros exemple. Sur un get, c'est pas forcément très intéressant. On me dit, en exemple, ici, dans mon API, si j'appelle ça, j'aurai un résultat comme ça. Et derrière, il me génère un fichier, il m'a généré, en fait, un fichier qui m'a rajouté là, normalement. Voilà. Là, il m'a rajouté le fichier, il est en rouge. Et ce truc-là, il a capturé, en fait, les datas qu'il y avait dans ma base MongoDB. Et il a capturé aussi le temps. Il dit, si il est telle heure et que j'ai dans ma collection de bouteilles, j'ai ces données-là, alors quand je fais un get sur bottles, alors j'obtiens cette liste qui est là. Et du coup, ça c'est un truc qui me sert à la fois d'exemple et qui peut servir de test, donc qui serait exécutable. Mais vu le temps qu'on a, je pense que je vais pas faire l'exécution du test en lui-même. Parce que c'est trop short si on veut faire encore du client, sachant que là en termes de features ça apporte rien, ça apporte juste des tests, et comme d'habitude quand on n'a pas le temps c'est les tests qui passent à la trappe. Donc je vais juste commiter up ce machin là, je peux faire ça, non, hop. Bon, je fais rien du tout, je laisse la main, c'est pas grave s'il n'y a pas le push du 5. À toi. Ouais, d'accord. Ok, alors pour cette dernière itération, donc c'est ajouter le filtre rapide, l'itération client numéro 6. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va peut-être corriger un peu les glitches qu'il y a côté client, notamment celui-là là, qui nous affiche l'écran de détail alors même qu'aucune sélection n'est courante. Donc pour ça, on va ouvrir notre contrôleur et puis aussi notre vue. Ouais, bon, on va ouvrir surtout notre vue en fait. Qui est ici, ok.
Et donc notre écran de détail, on va lui rajouter une autre directive qui s'appelle ngIf, qui permet en fait de conditionner l'affichage ou pas, ou même ça va même au-delà de ça, qui conditionne l'ajout ou pas, l'existence ou pas d'une DOM dans le flux HTML. D'accord. Donc je veux afficher mon écran de détail, donc c'est pas celui-là en fait, je me suis trompé. C'est celui-là, voilà, ngIf, si ma sélection courante est définie. D'accord. Donc ça permet d'arriver maintenant sur l'écran d'accueil et d'avoir une sélection propre. Ok. Première chose. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter donc un filtre rapide. Alors, ce qu'on va regarder, donc, c'est effectivement le champ de filtre rapide qui se trouve en haut. Ce que je veux, mes specs, c'est je cherche Mango, ça me trouve le château Petit Mango. Si je tape par contre Ikem, je dois tomber à la fois sur le château Ikem et à la fois sur le château Cheval Blanc, puisque Ikem se trouve dans la description du château Cheval Blanc. Okay. Voilà le contrat. Si j'ouvre index.html, d'accord, et que je vais voir mon bout de structure d'application, c'est un peu le squelette ici, je vois que j'ai une input qui est déjà bindée sur un élément de mon modèle qui s'appelle query. D'accord. Donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'en environnement Angular, tous les scopes sont hiérarchiques les uns les autres, parce qu'en fait un nodom qui est annoté avec un ngController peut très bien se trouver déjà dans un nodom qui est déjà annoté avec un ngController, et donc le scope du contrôleur fils va hériter du scope du contrôleur parent. D'accord. Donc input, le champ query ici, ben, il va se retrouver, il va être accessible dans mon contrôleur. D'accord. Donc bottles controller, ok, ouais. Il se trouve dans mon modèle. Ça, c'est bon, on l'a dit. On a la capacité d'appliquer ce qu'on appelle des filters. Je suis un peu le chef de projet qui est chiant et qui dit la livraison, dépêche-toi. Ok. Ce que je veux faire, c'est donc filtrer ma liste de bouteilles, et pour ça, je vais appliquer donc un filter qui existe en environnement Angular qui est déjà présent, qui s'appelle filter, bien sûr. Et pour lequel je vais passer un paramètre qui est mon champ query. D'accord. Donc ça va simplement me filtrer ma liste de bouteilles en fonction de la valeur de mon champ query. Okay. Si je reviens là-dessus, on a bien Ikem et ça filtre. On a bien Cheval Blanc et Ikem. Voilà, je commit et je push et c'est fini. Donc on est à 6. Ça, crac. Et c'est pushed. Voilà. Pushed. C'est bon, ça marche. Il est passé de to do à pushed. Ça part. Bon, il reste le numéro 5 là qu'on n'a pas eu le temps de faire, où il n'y avait rien à faire de toute façon. C'est point d'interrogation, ça nous a sauvés. Voilà, on a terminé sur ce live coding. Merci de votre attention, c'était chaud. Il nous reste 2 minutes 30 pour prendre des questions. Avez-vous des questions ? Ça vous a sonné un peu, non ? Oui. Oui, on fait tourner effectivement sur CodeShip à la fois les tests client et serveur. Donc CodeShip, on a pu lui faire tourner à la fois des tests avec du Grunt et du Karma et tout ça, et faire tourner les tests JUnit dessus. Ça fait partie du choix de la solution, d'avoir une solution qui permettait dans un seul projet de faire ça. Sinon d'habitude on les répartit après sur plusieurs projets, et dans chaque projet on les différencie, mais là CodeShip on peut faire les deux. D'autres questions ? Non, vous avez surtout faim. Bon, on aurait eu le temps de faire une feature en plus, alors, hein. 1 minute 30, large. On était large. Merci à tous pour votre attention, et puis bonne continuation sur la conférence.